Donc, je m'appelle Alicia Rasimenka, je suis actuellement chercheuse à l'université de Surrey, donc en Angleterre. C'était écrit sur la fiche que j'étais chercheuse à l'université de Luxembourg. Je suis en train de déménager en ce moment-là. Et donc, mon domaine de spécialité, c'est les maths pour la mécanique spatiale, et notamment, je travaille sur les trajectoires pour les satellites. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voile solaire parce que ce sont les satellites qui m'intéressent beaucoup. Déjà, je voudrais vous poser la question, est-ce que parmi vous, il y a ceux qui veulent faire du spatial après? Vous pouvez lever les mains. Bon, à la fin de la présentation, j'espère que ça sera tout le monde. Parce que moi, je pense que c'est super intéressant et il y a beaucoup de projets actuels très, très ambitieux. Donc, j'espère que cette présentation vous intéressera beaucoup pour continuer dans ce domaine. Donc, on va commencer par les bases. Vous connaissez très bien cet objet céleste, c'est notre planète sur laquelle on habite, la Terre. On a un peu du mal à réaliser des distances dans l'espace, parce que l'espace, c'est quand même beaucoup de vide. Et on a souvent l'impression que pour aller aux États-Unis de l'Europe, par exemple, c'est assez loin, c'est quand même 10 heures en avion. Sauf que notre planète fait partie des objets beaucoup plus grands, comme le système solaire. Et donc là, on peut voir qu'en fait, c'est pas du tout une planète assez grande, et les distances dans l'espace sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Et donc, si on va encore plus loin, là, c'est la Voie lactée. Et donc, vous pouvez voir que notre étoile, c'est vraiment un tout petit point. Et c'est quand même des conditions extraordinaires que la vie existe sur notre planète. Par contre, une des questions les plus importantes qui se pose aujourd'hui dans le domaine du spatial, c'est est-ce que nous sommes les seuls êtres intelligents dans l'univers? Il y a quand même beaucoup de conditions qui doivent être réunies pour créer la vie. Par contre, la probabilité qu'on est les seuls êtres existants dans l'univers, elle est très très faible, elle tend même vers zéro. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui travaillent sur les observations des exoplanètes, sur des missions spatiales pour, dans le futur, aller voir les exoplanètes ou même les autres systèmes stellaires pour découvrir la vie, ou même peut-être découvrir la vie de notre propre système solaire. Donc là, ce que je voulais présenter ici, c'est ce qu'on appelle le médium interstellaire. Donc en fait, c'est l'espace entre les étoiles. L'étoile la plus proche de notre système solaire, peut-être certains de vous connaissent, c'est l'Alpha Centauri. Il est tout à droite. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'espace interstellaire, le médium interstellaire, on l'appelle comme ça. Donc là, vous voyez notre système solaire. Ensuite, le système solaire va se terminer plus ou moins ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'héliopause, donc c'est la fin de l'influence de notre Soleil. Donc en fait, quand les particules du Soleil vont rencontrer les particules de l'espace interstellaire ou des autres étoiles, ils vont s'arrêter là. Donc en fait, tout ce qui va après, on n'est jamais allé là-bas, c'est l'espace interstellaire jusqu'à les étoiles prochaines. Donc l'étoile la plus proche, c'est l'Alpha Centauri. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aller sur les étoiles proches. La question, c'est comment le faire? L'échelle de distance, ici, c'est l'échelle logarithmique. Donc, certains de vous ont vu qu'est-ce que c'est qu'un logarithme. L'échelle logarithmique, ça veut dire que quand je passe de ces distances-là à ces distances-là, c'est pas x2, c'est x10. OK? Donc, cette distance, elle est 10 fois plus grande. Donc, quand je vais là-bas, c'est encore 10 fois plus grand. Encore et encore. Donc, en vrai, cette figure doit être beaucoup, beaucoup plus longue. Elle va continuer dans Sophie Antipolis, c'est encore plus loin. Mais comme ça, on ne peut pas vraiment voir les distances. Donc, c'est pour ça qu'on le montre avec une échelle logarithmique. Donc, c'est juste pour comprendre que les distances sont vraiment, vraiment importantes. Donc, on va résumer vers notre système solaire. Donc là, pour ceux qui étaient attentifs, j'ai rajouté la Lune, parce que c'est quand même un objet assez intéressant pour nous. Pour aller sur la Lune, la distance entre la Terre et la Lune, c'est 400 000 km. Donc avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut aller sur la Lune. On ne l'a jamais fait depuis des décennies, mais on peut le faire. Peut-être vous avez entendu des projets Gateway, qui est un projet de l'Union européenne, de la NASA, de la JAXA. C'est un projet commun pour créer une station spatiale lunaire, donc comme station spatiale internationale, mais cette fois-ci sur la Lune, ainsi que les bases lunaires. Donc avec les fusées qu'on a aujourd'hui, avec les satellites, on peut atteindre la Lune en 3 jours. C'est quand même assez vite, mais en même temps, c'est très lent. Si on veut aller plus loin, par exemple, la planète voisine, c'est Mars. Donc, vous avez sûrement entendu parler des fusées Starship et de SpaceX qui veulent aller sur Mars. Donc, hier soir, il y avait un 6e vol
de Starship. Ils ont encore testé ces fusées. Donc il y a vraiment des ambitions pour aller sur Mars et pour construire la base sur Mars. Peut-être quelqu'un de vous va à un moment donné travailler sur ça, pourquoi pas. De la Terre au Mars, il y a 225 millions de kilomètres. Donc avec les moyens d'aujourd'hui, on peut y aller en 6 mois et c'est considéré comme rapide. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut aller encore plus loin? Par exemple, Jupiter. Jupiter a beaucoup de lunes qui sont très intéressantes. Par exemple, Europe, c'est une lune qui comporte... il a un seuil en glace, mais derrière, il y a l'océan liquide. Et beaucoup de chercheurs pensent que c'est possible qu'on va retrouver des bactéries dedans, donc la vie extraterrestre, ce qui est quand même passionnant et ça serait une découverte incroyable de notre siècle. Et il y a beaucoup de missions vers Jupiter, justement, pour observer les lunes de Jupiter. Donc Jupiter, il se trouve à 618 millions de kilomètres, et pour y aller, il nous faut 13 mois. Ça, c'est la version la plus rapide. Par contre, il y avait une dernière mission vers Jupiter qui s'appelle Europa Clipper pour aller vers la lune de Jupiter Europa qui a été lancée en octobre. Elle va prendre 6 ans pour y aller. Ok, donc c'est vraiment lent. Et au final, qu'est-ce qui se passe si on veut aller encore plus loin? Par exemple, Neptune, c'est le cousin de notre planète, la planète la plus lointaine. 4397 millions de kilomètres. Combien d'années vous pensez qu'il faut y aller? Le plus rapide qu'on peut faire, c'est à peu près un peu plus que 8 ans. Donc imaginez un chercheur qui va travailler sur cette mission-là. Par exemple, moi. Je voudrais bien travailler sur ça. Par contre, développer une mission spatiale, ça prend minimum 5 ans. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de gens impliqués. Donc, pour faire la mission, il faut minimum 5 ans. Pour y aller, il faut 8 ans, même plus. Donc disons 15 ans. Donc moi qui ai moins de 30 ans, la mission, si je travaille sur cette mission, elle va arriver quand j'aurai plus de 40 ans. C'est quand même pas idéal. On aimerait bien voir les résultats tout de suite. Parce que le spatial, c'est un des domaines où les résultats de notre travail, on les voit vraiment à long terme. Et ça, c'est un peu un avantage, mais c'est aussi très, très intéressant parce que c'est quand même des résultats incroyables. Donc, là, on va dézoomer encore une fois. Je reviens vers le médium interstellaire et l'étoile la plus proche, Alpha Centauri. Entre nous et Alpha Centauri, il y a 40 000 milliards de kilomètres. Donc, si je reprends les mêmes chiffres, ça va nous prendre 80 000 ans pour y aller. Alors, vous en pensez quoi? Je pense que c'est un peu triste de voir ces résultats parce que ça veut dire qu'on n'est même pas sûr qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité si on envoie le satellite aujourd'hui, dans 80 000 ans. Donc, il n'y a personne, je pense, qui voudra travailler sur une mission comme ça. C'est beaucoup trop lent. Donc, il faut changer quelque chose. Comment est-ce qu'on peut aller vers Alpha Centauri? Alpha Centauri, c'est un système de 3 étoiles. Vous pouvez les voir sur l'image de droite. Donc, il y a 2 solutions. Il faut voyager plus vite, il faut vivre plus longtemps. Moi, je préfère de travailler sur le premier point. On va laisser le deuxième aux chercheurs en médecine. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite? Pour ça, il faut qu'on revienne vers les types de propulsion qui existent pour les satellites. Donc aujourd'hui, la propulsion la plus répandue, c'est la propulsion chimique. Les fusées que vous voyez voler, c'est la propulsion chimique. C'est le gaz ou c'est le propellgol solide qui se fait brûler. Donc des particules vont sortir et vont pousser la fusée vers le haut, ou les satellites, ils vont être propulsés dans l'espace. Mais il existe d'autres types de propulsion. Par exemple, la propulsion électrique. La grande différence entre la propulsion électrique et chimique, c'est que la propulsion électrique, c'est une propulsion continue. Donc avec la propulsion chimique, on va brûler le gaz à un instant donné, on va avoir beaucoup de force, le satellite va être propulsé, et ensuite on va éteindre la propulsion. Avec la propulsion électrique, c'est ce qu'on appelle la propulsion faible, mais continue, on va pouvoir changer la trajectoire du satellite petit à petit, pendant tout le temps. Par contre, les deux nécessitent du carburant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nécessite du carburant? Ça veut dire que quand je lance un satellite de la Terre, j'ai besoin de mettre du propellgol. Le souci, c'est que parfois les satellites pèsent 200 kg et ils nécessitent du propellgol qui pèse 400 kg. Le coût de la mission dépend de la masse que je dois envoyer dans l'espace. Donc ça veut dire que le propellgol, c'est quand même une grande partie du prix de satellite, ce qui n'a pas vraiment de sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent sur, peut-être que vous avez entendu parler des stations d'essence dans l'espace. Donc c'est des satellites qui vont pouvoir arriver vers les stations d'essence comme sur la Terre
pour reprendre du propergol pour continuer leur mission. Mais du coup, il y a d'autres solutions qui sont peut-être plus intéressantes pour nous. Ce sont des satellites qu'on appelle sans propergol, comme par exemple une voile solaire. Donc, ils ne nécessitent pas de propergol au bord, et ça, c'est un grand avantage. Les deux sont ce qu'on appelle la propulsion faible. Donc, ça veut dire que la propulsion, elle est continue, mais elle est très faible. Donc, juste pour donner un exemple, comment ça fonctionne, comment est-ce que les satellites font pour augmenter l'altitude? Imaginez, vous avez la Terre, vous avez un satellite sur une orbite initiale, qui est une orbite basse. Comment est-ce que je vais faire pour arriver vers une orbite finale, qui est une orbite plus haute? Si j'ai la propulsion chimique, ce qui va se passer, c'est que, partant de l'orbite initiale, ici, je vais allumer mon moteur de la fusée. Donc, je vais créer une impulsion très forte pour changer d'orbite. Mon satellite va arriver sur une orbite elliptique au lieu de l'orbite circulaire. Ensuite, il va continuer son chemin sans la propulsion pour arriver jusqu'à l'orbite finale qu'on veut. Et ensuite, pour s'insérer à l'orbite, j'ai besoin d'effectuer une autre manœuvre, donc une autre impulsion, pour arriver vers l'orbite finale. Qu'est-ce que la différence entre la propulsion chimique et la propulsion faible? Avec la faible poussée, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas avoir des impulsions instantanées. Je vais propulser tout le temps. Donc je vais partir de l'orbite initiale et petit à petit, je vais dévier ma trajectoire. Je vais faire plusieurs manœuvres multi-révolutions pour arriver à l'orbite finale. Donc la faible poussée, c'est pour ça qu'elle s'appelle faible, nous permet d'avoir des manœuvres plus lentes, mais on n'a pas besoin de mettre beaucoup de carburant en bord, et donc on peut avoir des missions beaucoup plus lointaines. Donc, juste pour finir sur les types de propulsion, il y a un autre type de propulsion qui est aujourd'hui assez intéressante, et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ça, c'est la propulsion nucléaire. La propulsion nucléaire, elle peut être soit la propulsion thermique, donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de puissance, comme la propulsion chimique. Sinon, on peut faire aussi la propulsion nucléaire électrique, donc encore une fois, faible poussée. Mais ça reste encore les sujets de recherche. On n'a pas encore des satellites qui fonctionnent comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous surtout parler de ce qu'on appelle la voile solaire. Alors, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient au spatial, mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce que c'est qu'une voile solaire? Donc, une voile solaire, c'est comme un bateau. Vous connaissez les voiliers, vous habitez sur la Côte d'Azur. Donc, c'est un bateau qui va utiliser le vent pour naviguer sur la mer, n'est-ce pas? Donc la voile solaire, c'est le même principe. C'est pas un bateau, mais c'est un satellite qui va utiliser la lumière du soleil pour naviguer dans l'espace. Comment ça fonctionne? La lumière, c'est quoi? C'est un flux de particules qui s'appelle les photons, n'est-ce pas? Donc il y a des photons qui vont arriver sur la surface de la voile, ils vont être soit absorbés ou réfléchis, ça dépend des propriétés optiques du satellite. La voile, elle est quand même très large, il y a beaucoup de surface d'interaction, et vu que l'espace est vide, même une petite perturbation, une force assez petite comme l'interaction avec les photons, va pousser la voile dans une direction donnée. Et donc, avec ça, on va pouvoir naviguer dans l'espace. Ça, c'est juste pour montrer qu'il y a plusieurs composantes de force qui fonctionnent sur la voile, soit la force de réflectivité, soit la force d'absorption. De toute façon, c'est la somme qui nous intéresse. Donc, les voiles solaires qui ont déjà existé, parce que c'est pas un concept, c'est pas les science-fiction, c'est les vrais satellites qui existent. Et la toute première, la plus connue, disons, c'était envoyée par l'agence spatiale japonaise, JAXA, en 2010, qui s'appelle Icaros. D'accord? Donc ça, c'est pas une photo, c'est une image d'artiste. C'était la mission la plus réussite parce que c'était plus ou moins la première vraie démonstration de voiles solaires dans l'espace. Donc il a eu beaucoup de succès et c'est là qu'on a vraiment compris l'intérêt des voiles solaires. Là, ici, vous pouvez voir une photo, c'est un prototype de la mission qui s'appelle LightSail 1 de Société Planétaire. C'est pas la vraie voile qui a volé, mais c'est très proche, c'est un modèle, c'est un prototype. C'était en 2015. Et au final, la toute dernière image, c'est un selfie de la voile sur l'orbite qui a été lancée en 2019. Donc, elle est plus petite que la première, n'est-ce pas? Mais vous pouvez voir comment elle se situe sur l'orbite. Donc, encore une fois, une réussite. Toutes ces missions, le but, c'était de démontrer que les voiles fonctionnent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'idée, parce qu'on ne veut plus démontrer que ça fonctionne, on sait que ça fonctionne. Donc il y a des missions beaucoup plus ambitieuses aujourd'hui. Par exemple, NEA Scout, c'était la mission de NASA, très récente, pour étudier les astéroïdes avec la voile. Donc là, vous pouvez voir sur l'image ici, je la trouve intéressante, la voile, elle est tellement légère, elle est attachée avec les ballons. Et elle flotte, vous voyez, elle est dans l'air, juste avec les ballons. Donc c'est vraiment très, très, très léger et très grand.
mais très puissant vu que ça vole dans l'espace. Donc cette mission, malheureusement, on l'a perdue, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas pu communiquer avec le satellite. Il y a eu plusieurs problèmes avec la fusée Artemis, et donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on n'a pas eu de réponse de ce satellite-là. Donc soit il ne fonctionne plus, soit il ne communique juste pas avec nous, mais s'il ne communique pas, malheureusement, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Par contre, qu'est-ce qui se passe demain ? Beaucoup de gens disent que les voiles solaires, c'est vraiment le candidat pour aller très très loin et très très vite, et notamment au-delà du système solaire. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer les performances de la voile ? On peut les faire plus grandes, comme vous voyez ici sur l'image. Là, c'est les gens. Donc, imaginez la taille de la voile. Ça, c'est juste un quart de la voile qui s'appelle Solar Cruiser, qui va voler proche du soleil. Ou sinon, on peut faire aussi des matériaux plus légers. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que on peut améliorer les performances de la voile en optimisant les trajectoires pour ce type de satellite. Et c'est notamment là que vient les maths pour nous aider. Donc déjà, vu que la voile, elle ne peut aller que dans la direction opposée au soleil, n'est-ce pas, parce que la lumière la pousse, donc on ne peut pas aller vers le soleil. On peut utiliser la théorie de contrôlabilité, on appelle ça comme ça en mathématiques, pour étudier si on peut faire des manœuvres avec les voiles, mais également pour trouver les trajectoires optimales qui permettent d'accélérer la voile, on utilise ce qu'on appelle la théorie du contrôle optimal. Donc la théorie mathématique qui permet de trouver les trajectoires pour des systèmes différents. Donc juste pour ça, c'est ce que je disais, on ne peut propulser la voile que dans une direction donnée. Et donc c'est la théorie de contrôlabilité qui va nous permettre d'analyser si on peut faire des manœuvres avec les voiles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment trouver les trajectoires optimales. Donc j'ai mentionné la théorie du contrôle optimal. Qu'est-ce que c'est ? Si vous avez votre système que vous voulez déplacer d'un point A vers point B, par exemple une voiture, vous voulez aller de Nice à Antibes, vous avez quand même beaucoup de différents types de trajectoires que vous pouvez trouver. Vous pouvez prendre l'autoroute, vous pouvez prendre la route de bord de mer. Par contre, il y a toujours une qui va être meilleure que les autres. Donc si vous voulez, disons, aller le plus vite possible, vous allez plutôt prendre l'autoroute, alors que si vous voulez regarder la vue sur la mer, profiter du temps, s'il n'y a pas beaucoup d'embouteillage, vous allez prendre la route du bord de mer, n'est-ce pas ? Donc c'est justement la théorie du contrôle optimal qui nous permet de trouver la trajectoire, la meilleure trajectoire possible, en fonction de ce que vous voulez, en fait. Soit vous voulez économiser le temps, ou économiser par exemple l'essence pour votre voiture. Donc c'est pareil pour les voiles solaires ou n'importe quel système, n'importe quel satellite. Utiliser la théorie du contrôle optimal, ça veut dire poser le problème mathématiquement, trouver les conditions nécessaires, et ensuite on va utiliser les outils numériques, donc on va faire le code, pour le résoudre. Peut-être vous avez entendu parler certains sûrement de Python, Julia aussi, ce sont les langages informatiques qui sont utilisés pour ce type de problème, ou les logiciels comme MATLAB. Donc ça, c'est souvent ce qu'on utilise quand on fait les études d'ingénierie. Et donc là, je voulais juste vous montrer des exemples de trajectoires qu'on peut faire en utilisant la théorie du contrôle optimal. Donc là, à droite, vous avez les figures que j'ai trouvées pour changer l'inclinaison de l'orbite autour de la planète. Et en bas, vous avez les transferts entre notre planète et Vénus, par exemple, qu'on peut faire avec la voile. Autour du Soleil, bien évidemment. Donc tout ça, c'est possible grâce à la théorie mathématique, donc qui montre comment les maths nous aident dans l'espace. Pour donner un autre exemple de missions spatiales qui sont pas si possibles grâce à la voile, je voudrais parler rapidement de la mission d'occultation solaire sur laquelle j'ai pu travailler, et sur laquelle je travaille toujours d'ailleurs. Donc l'idée, c'est d'étudier la couronne solaire. La couronne solaire, c'est quoi ? La couronne solaire, c'est toute cette partie autour du Soleil, en fait, qui prend des millions de kilomètres, mais qui n'est pas visible. Parce que quand on voit le Soleil il est très brillant, on ne voit que le Soleil, on voit son disque. Alors que tout autour, il y a le plasma, qui est en évolution constante. Donc vous avez peut-être entendu de ce qu'on appelle la météo spatiale. Donc il y a des éruptions sur le Soleil, vous les voyez ici. Et cette couronne, elle va changer constamment et elle va avoir une influence sur la météo spatiale, donc sur nous aussi. Par exemple, cette année, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'aurores boréales partout dans le monde, même à Nice, on pouvait les voir en été, ce qui est quand même incroyable, n'est-ce pas ? C'est parce que notre Soleil est rentré dans le cycle d'activité le plus fort cette année,
Le Soleil, il a le cycle de 11 ans à chaque fois, donc ça remonte, ça redescend. C'est le cycle d'activité. Donc le Soleil était très actif cette année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules qui arrivent du Soleil vers nous. On ne peut pas les contrôler, on ne sait même pas les prédire encore. Et ça, c'est un grand problème. Parce que les particules, quand ils arrivent, ils augmentent la densité de l'air. Donc il y a plus d'atmosphère autour de la Terre. Et si on envoie des satellites, parfois, on peut les perdre. Vu qu'il y avait plus d'air que ce qu'on pensait, l'air, il va déorbiter les satellites et ils vont retomber sur la Terre. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec le Starlink. Il a perdu, je pense, une vingtaine ou une trentaine de satellites à un moment donné, juste parce qu'il y avait une éruption sur le Soleil quelques jours ou heures avant et qu'on ne peut pas prédire, donc on ne peut pas savoir. Donc, on ne veut pas perdre les satellites, donc il faut faire quelque chose avec ça. Et une idée, c'est d'étudier la couronne solaire. La question, c'est comment le faire. On peut le faire depuis la Terre. Ça, c'est le plus simple. Par contre, les éclipses, parce qu'il faut quand même cacher le Soleil pour voir la couronne, les éclipses, ils n'arrivent que chaque 18 mois. Donc, en fait, il faut attendre 18 mois. Ensuite, on va faire des observations. Ensuite, on va attendre encore. C'est quand même pas idéal, n'est-ce pas? Donc, une autre proposition, c'est de le faire depuis l'espace. Donc, on va pouvoir cacher le Soleil avec un satellite et observer la couronne avec un autre. C'est d'ailleurs la mission de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Proba 3, qui va le faire bientôt. Sinon, on peut utiliser les instruments qui s'appellent coronagraphes. Alors, dans la vie réelle, c'est pas un bouton en bois avec un cercle, c'est des vrais instruments beaucoup plus pointus, avec des disques en métal plus sophistiqués. Mais c'est ça ce qui est utilisé pour étudier la couronne. Par contre, le problème, c'est que si on le fait depuis la Terre, on a l'atmosphère de la Terre qui va perturber le signal. Donc, c'est pas parfait. Il faut faire quelque chose d'autre. Une des propositions qui a été faite, c'est d'utiliser un corps céleste pour cacher l'air. Donc, je peux cacher le Soleil avec la planète, par exemple la Terre, et ensuite, si je place mon satellite ici, ça veut dire que je suis dans l'ombre de la Terre, je ne vois pas le Soleil, mais il y a une petite partie de cette zone où je vais voir la couronne du Soleil, mais pas le Soleil lui-même. Donc, le problème, c'est que si je place mon satellite là-bas, il va partir. C'est pas un point stable. Dans l'espace, tout tourne une orbite autour de quelque chose. Si je mets mon satellite, il va pas rester dans un point, il va partir. Il n'y a pas d'orbite périodique autour de ce point. Les orbites périodiques, c'est ce qui nous permet de rester sur la même orbite. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il faut placer le satellite là-bas et ensuite, il faut propulser, il va partir. Et ensuite, il faut propulser pour revenir en arrière. Si on fait ça avec la propulsion chimique, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup de propergol, on ne peut pas le faire. On va faire 2 cycles, 3 cycles maximum. Pareil avec la propulsion électrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser la voile solaire. Vu que la propulsion est gratuite, en quelque sorte, on n'a pas besoin de propergol, on peut faire autant de cycles qu'on veut. Et j'aime bien cette mission, ça montre l'intérêt de la voile. Donc ça, c'est en cours. Il y a une vraie mission spatiale qui va peut-être développer ce sujet-là. Donc pour revenir un peu au sujet du talk qui était à l'infini et au-delà, j'avais dit que les voiles solaires peuvent nous permettre d'aller très loin. Et ça, justement, pour montrer encore une fois l'intérêt des mathématiques des cieux, si je vais juste envoyer la voile de la Terre et l'accélérer, je vais atteindre des vitesses grandes parce que le Soleil va l'accélérer en continu, donc la vitesse va augmenter en continu. Mais par contre, ça va être toujours lent pour arriver vers notre système solaire. Et si je vais utiliser la théorie du contrôle optimal en mathématiques pour trouver les trajectoires pour maximiser la vitesse de mon satellite, en fait, la meilleure trajectoire qu'il va me proposer, c'est de revenir vers le Soleil, parce que si je passe très proche du Soleil, je vais avoir une poussée de Soleil très forte avec la lumière, n'est-ce pas? Le plus proche je suis du Soleil, la plus forte est la force. Et donc, je vais pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'orbite hyperbolique. Donc, c'est l'orbite qui nous permet de sortir du système solaire. On peut avoir des orbites circulaires, elliptiques, mais ils vont rester à l'intérieur. Et l'orbite hyperbolique, c'est ce qui va nous permettre de sortir du système solaire. Et donc là, vous pouvez voir un exemple d'une telle trajectoire que justement j'ai obtenu en faisant les calculs. Donc peut-être pour finir quelques mots, j'aimerais dire ce que je fais actuellement. Donc j'avais dit que j'ai rejoint maintenant l'université de Surrey. Et tout ça, c'est pour travailler sur une mission particulière qui m'intéresse beaucoup. Donc là, je vais revenir vers l'image du médium interstellaire. Et donc, je vais rezoomer sur notre système solaire. Donc,
je n'avais pas parlé, mais il existe ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Donc là, ici, vous les voyez sur l'écran. Ce sont des astéroïdes qui sont sur une orbite autour de notre Soleil, qui se trouvent derrière Mars, normalement, mais parfois ils rentrent dans la zone d'influence de la Terre, donc ils vont passer très proche de notre planète. Le souci, c'est qu'il y a certains astéroïdes qui peuvent en fait avoir un danger de collision avec notre planète. Alors vous avez sûrement vu les films de catastrophes où il y a un astéroïde qui vient sur la Terre, on veut éviter ça. Donc pour éviter ça, il faut les étudier. On a des missions spatiales qui vont vers les astéroïdes pour en étudier un en particulier, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a 34 000 à peu près astéroïdes qui se trouvent dans cette zone-là. Donc là, vous avez des images de certains d'entre eux, qui sont tous de forme un peu random, un peu bizarre. On ne peut pas prédire leur masse, sûrement, évidemment. On a des estimations, mais on ne sait pas à 100%. Donc on ne peut pas vraiment prédire leur trajectoire. Pour ça, il faut les étudier. Là, à droite, vous avez l'astéroïde Bennu. Peut-être que vous avez entendu parler. Il y avait la mission Osiris-Rex de la NASA qui a ramené une partie du sol vers la Terre pour qu'on puisse l'étudier. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est d'envoyer des voiles solaires vers les astéroïdes et d'en envoyer plusieurs. Parce qu'avec les voiles solaires, on peut étudier autant d'astéroïdes qu'on veut. Donc, on peut imaginer une voile qui va aller vers les astéroïdes en passant à côté de la Lune. Et elle ne va pas aller seulement vers un seul, mais elle veut pouvoir se balader autour et donc pouvoir faire des observations de plusieurs astéroïdes pour comprendre leur composition, pour comprendre leur gravité, leur masse, etc. etc. Il y a même des intérêts économiques de certaines compagnies qui veulent qui veulent miner les astéroïdes. Alors ça, c'est tout un autre domaine, mais ça peut être aussi intéressant pour nous pour trouver des ressources qui vont bientôt manquer sur la Terre. Donc ça, c'est aussi une autre solution assez intéressante pour le futur. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour vous permettre de poser des questions si vous en avez. Bon, j'espère que ça vous a intéressé et que vous êtes tous passionnés par le spatial maintenant. Donc si vous avez des questions sur le parcours, si jamais, n'hésitez pas. Des questions ou des commentaires? Est-ce que vous savez la vitesse maximale atteinte par une voile solaire? Alors, il y a des études qui sont faites pour trouver avec laquelle vitesse la voile va aller vers, disons, la distance qui est égale à peu près le milieu entre notre étoile et l'étoile voisine, donc Alpha Centauri. Et il y avait un scientifique qui a dit que si on améliore les propriétés de la voile avec les nouveaux matériaux qui sont en train d'être développés aujourd'hui, on peut y aller en 17 ans. C'est quand même très ambitieux, mais ça voudrait dire qu'on va avoir la vitesse supérieure à 150 km par seconde. Ça reste un résultat théorique, mais c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui, donc on va voir. Merci. Autre question ou autre commentaire? Une question? Oui. Est-ce qu'il y a pas un risque à un moment, comme on est trop loin du Soleil, qu'il n'y ait plus assez de photons pour avancer? Effectivement. Plus on s'éloigne du Soleil, moins la force est importante. Mais tant qu'on est dans la zone d'influence du Soleil, donc ce qui est le système solaire, ça nous permet d'accélérer la voile. Et donc, l'idée principale, l'objectif, c'est d'avoir la vitesse maximale quand on sort du système solaire, parce qu'après, la voile, elle va continuer son voyage jusqu'à l'autre étoile. Mais effectivement, plus loin on est, moins est cette force. Est-ce que la lumière de l'autre étoile, elle peut être utilisée aussi pour... Effectivement, il y a même il y a des travaux justement sur ça. Et c'est très intéressant avec l'Alpha Centauri parce que c'est 3 étoiles. Donc quand on arrive là-bas, on a la lumière de 3 étoiles qui va ensuite influencer notre voile. Et donc c'est tout un sujet très intéressant pour justement voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on arrive vers l'autre étoile. Comment utiliser cette lumière. Il y avait une question tout au fond. Alors, je donne quelques blancs. D'abord, s'il vous plaît, la tête en troisième droite. Ça peut être très, très différent. Ça peut être... les plus petits, c'est quelques mètres. Plus grands, c'est quelques kilomètres. Donc, c'est vraiment très, très varié. Ils ont des formes aussi différentes. Ça peut être très étendu, ça peut être plutôt rond. C'est vraiment n'importe quoi.
Ouais, bonne question. Oui, justement, les voiles, ils font pas lancer. Les voiles, vous avez vu, ils sont très grandes. Ils sont pas lancés comme ça dans l'espace parce que la fusée est petite. Donc en fait, la voile, elle va être repliée. Merci Jean-Baptiste. Elle va être repliée dans un petit satellite. Et ensuite, le satellite, il va sortir des tubes sur lesquels la voile est attachée. Et ensuite, la voile va s'ouvrir une fois dans l'espace. Donc le satellite, quand on le lance, ça peut être même en CubeSat, donc ça veut dire 10 cm par 10 cm. Et la voile, elle est antérieure. Et une fois dans l'espace, le satellite, il va déployer la voile. Alors là encore, il y a beaucoup de différentes équipes qui travaillent sur ça pour trouver le moyen optimal de déployer la voile, mais il y a eu déjà beaucoup de tests dans l'orbite. Donc on sait le faire. Une question. Alors, vous avez dit qu'on pouvait changer la trajectoire de satellite avec la voile, mais qu'est-ce qu'on fait pour orienter la voile dans le bon sens? Alors, pour orienter la voile dans le bon sens, on va changer son attitude par rapport au Soleil. Et donc, pour ça, il y a beaucoup d'instruments différents qui nous permettent de le faire. Par exemple, l'aéro inertiel sur les satellites qui change son attitude. Ou on peut le faire avec ça s'appelle les magnéteurs. Donc, on va utiliser le champ magnétique pour orienter la voile. Donc ça, c'est les mêmes instruments qui sont utilisés sur n'importe quel autre type de satellite. Parce que même quand on est en CubeSat où il n'y a pas de voile, on a quand même besoin de l'orienter pour communiquer avec lui de la Terre, avec ce qu'on appelle les stations sol, qui sont un peu partout dans le monde. Et bien justement, on a besoin de pointer avec le satellite vers la station sol pour communiquer. Donc c'est les mêmes instruments qui sont utilisés pour l'orienter. Le fait que ce soit une voile, ça limite les possibilités, étant donné qu'il faut toujours qu'elle soit orientée. Alors, effectivement, on a toujours des limitations. En théorie, on ne peut jamais, par exemple, excéder la vitesse de lumière. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué que le concept théorique parce qu'il faut bien l'orienter, il faut bien que la surface soit très réflective. Donc, c'est quand même, disons, le travail en cours. Mais si on peut améliorer ses performances, ce serait quand même un outil très, très intéressant pour aller très loin. La voile, elle était de quelle matière pour... Alors, les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, ça s'appelle Kapton, Mylar. Donc, c'est comme imaginer un fil d'aluminium, mais ce n'est pas l'aluminium, c'est plutôt les matériaux plastiques. Donc, c'est très réflectif, très, très fin et très, très large. Bon, je vais montrer à un moment donné l'image de la selfie de la voile, qui n'est pas vraiment en très, très bon état. Elle n'est pas parfaitement alignée, ce n'est pas un matériau parfait. On a encore le travail à faire, disons, mais ça marche quand même. Il y avait une question. Oui. Quel est le type de satellite le plus courant, enfin le plus utilisé? C'est des satellites à propulsion chimique. Majorité de missions, c'est ça. Après, par rapport à la taille de satellite, ça varie beaucoup, mais aujourd'hui, on a plutôt ce qu'on appelle la tendance de miniaturisation dans l'espace. Donc, on va vers des satellites de plus en plus petits. Donc, on a commencé par des satellites, ce qu'on appelle les satellites géostationnaires, donc les satellites de télécommunication qui font à peu près la moitié de la tonne parfois. Donc, c'est des gros satellites. Après, on a commencé à faire ce qu'on appelle les CubeSat. Donc, c'est ce qu'on appelle les nanosatellites, 10 cm par 10 cm. Alors qu'aujourd'hui, on s'intéresse encore plus à ce qu'on appelle les picosatellites, donc c'est encore plus petit, ou même encore les chipsats. Donc en fait, le satellite, c'est juste une plaque électrique. Ça existe aussi. Et justement, à l'université où je travaillais avant, on n'a pas encore lancé, mais on attend le lancement en janvier du premier picosatellite, donc le Pocket Cube, ça s'appelle, la poche, ça rentre dans la poche presque, avec un chipsat, donc juste une carte électronique. Ça peut être aussi un satellite. C'est quoi la technologie utilisée pour transmettre et capturer l'information avec les voiles? C'est des technologies de communication comme avec les autres satellites, en vrai, radiofréquence. Donc, il n'y a pas de choses particulières pour les voiles dans ce sens-là. La voile, c'est plutôt le moyen de propulsion, alors que le satellite, le corps du satellite, ça peut être le même que tous les autres types de satellites. Donc, voilà, on peut utiliser des moyens existants déjà. La fac d'Addis, il y a le voile aussi de CubeSat qui communique de l'espace vers la Terre par laser. Aussi, effectivement. Il y a beaucoup de travail sur ça aussi. Justement, moi j'avais une question, donc merci pour ce très bel exposé. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité d'aller jusqu'à l'héliopause et au-delà, si on avait l'impulsion suffisante pour quitter le domaine d'influence gravitationnelle du Soleil. Il y a d'autres études qui sont menées actuellement. On pourrait aider les voiles solaires en impulsant aussi des lasers dessus. Est-ce que vous avez étudié cette question-là? Est-ce que vous avez été en lien avec les gens qui travaillent là-dessus? Oui, alors le projet, ça s'appelle Breakthrough Starshot.
Donc c'est la compagnie qui s'appelle Breakthrough. Ils ont un peu des idées, disons, très très courageuses, comme accélérer la voile avec le laser. Après, ça pose beaucoup de questions parce qu'il faut des lasers très puissants. Donc il faut imaginer un laser qui n'est pas juste un petit laser pointeur, comme j'ai utilisé. C'est des lasers de grande surface. Donc s'il y a un oiseau qui passe par-dessus, il n'y a plus d'oiseaux. Donc ça reste un concept théorique qui va... Je pense que c'est un peu trop compliqué pour l'imaginer en pratique. C'est-à-dire que si le laser était envoyé depuis l'espace, ça résoudrait pas mal de problèmes. Voilà. Voilà, effectivement. Il y a des gens qui disent que ok, si on ne peut pas le faire sur la Terre, pourquoi ne pas le faire sur la Lune? Voilà, c'est ça. Mais oui, ces gens-là, du coup, qui travaillent sur ça, et ils organisent beaucoup de conférences en Europe. Donc j'ai pu les croiser et parler sur ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra aller sur Mars? Qu'un jour on va aller sur Mars? Ah, mais c'est sûr. Moi, je pense que c'est pas un jour. Moi, je pense que c'est presque... C'est même pas demain, c'est cet après-midi presque. C'est très, très, très moyen. Court terme. Probablement dans 10 ans. Alors, Elon Musk, il dit qu'on va le faire dans 2 ans. On va voir. Mais disons que moi, je pense que c'est vraiment très, très vite qu'on va le faire. Est-ce que vous pensez que les voiles solaires pour déplacer des êtres humains? Alors, bonne question. Malheureusement, non. Parce qu'une voile solaire, il faut comprendre que sa masse, c'est à peu près 100 grammes. Donc, si on met un être humain dedans, ça va augmenter la masse beaucoup, beaucoup. Donc, justement, les voiles solaires, c'est que pour des missions robotisées. On ne peut pas envoyer des humains. Pour envoyer des humains, on va plutôt utiliser soit la propulsion chimique, la plus répandue, ou même propulsion électrique peut-être, ou peut-être la propulsion nucléaire. Pour l'étude des astéroïdes avec les voiles solaires, est-ce que vous faites des prélèvements ou seulement des photos? Comment ça marche? Alors, pour l'instant, moi, plutôt, l'idée sur laquelle on travaillait, c'est pour faire des observations. Après, faire des prélèvements, peut-être. Mais en tout cas, l'idée qu'on a, nous, avec les voiles, c'est quand même difficile d'atterrir sur un satellite parce qu'il faut déployer la voile. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on pense à faire, c'est plutôt faire des observations. Donc, on va envoyer les voiles, on va essayer de la mettre sur une orbite autour d'un astéroïde pour qu'elle fasse des observations avec la caméra, avec le lidar, etc. Et ensuite, on va voir. Mais des missions d'atterrissage, c'est, je dirais, plutôt avec la propulsion chimique. Vous avez parlé du point de la voile, mais au milieu de la voile, il y a un satellite. Et lui, il pèse combien? Le satellite, il pèse plus grand, il pèse plus, et ça, c'est un problème parce que nous, on veut alléger la masse le plus possible. Donc, par exemple, la voile Icaros, qui a été envoyée avec le corps du satellite, ça pesait, je crois, un peu plus que 2 kg. Mais donc, justement, une des idées pour améliorer les performances de la voile, c'est d'alléger aussi les matériaux du corps du satellite lui-même. Donc, d'utiliser, par exemple, des fibres de carbone, des matériaux très, très, très légers. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi de la marge dans la progression de la résistance des matériaux? Parce que si ils vont crever le soleil, j'imagine qu'il y a pas mal de travail à faire sur... Alors, effectivement, il y a sûrement de la marge, mais c'est vrai que un des problèmes, disons, avec les voiles, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dégradation. Donc déjà, il peut y avoir... en fait, il y a beaucoup de débris dans l'espace. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui sur lequel tous les agences spatiales sont d'accord qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de petits vis, même des satellites qui sont détruits, qui volent dans l'espace. Et s'ils percutent la voile, ils vont faire un trou dedans. Donc ça va diminuer ses performances. Par contre, plus qu'on est dans l'espace, moins il y a de débris, mais on peut rencontrer des très petits astéroïdes aussi qui peuvent percuter la voile. Donc il y a le phénomène de dégradation aussi, mais bon, ça va diminuer ses performances, mais ça ne va pas l'annuler complètement. Donc c'est quand même possible de continuer son voyage. Merci Estelle. Une dernière question peut-être? Allez, oui. Quels sont aujourd'hui les principaux problèmes de la propulsion nucléaire? Alors, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait. En fait, la propulsion nucléaire, il existe deux types. Il y a la propulsion nucléaire thermique, donc qui va être comme la propulsion chimique, mais beaucoup plus puissante. Et un problème, c'est que les gens
ils veulent pas se mettre forcément au bord d'une fusée nucléaire. Donc, alors, il n'y a pas vraiment de raison, mais l'humanité a un peu peur du nucléaire, étant donné l'histoire, malheureusement. Même si on pense que c'est quand même l'outil très, très intéressant pour l'espace, il y a quand même cette peur un peu inexplicable des gens. Mais il y a aussi la propulsion nucléaire électrique, par exemple, donc la faible propulsion. Par exemple, j'ai pu travailler cette année sur un projet justement de l'Agence spatiale européenne qui fait un peu l'étude préliminaire de comment est-ce qu'on peut développer un moteur nucléaire pour les satellites, pour la propulsion électrique. Donc il y a encore de la marge à faire, mais je pense que les satellites nucléaires, ils vont permettre à faire des missions très très long terme, parce qu'ils sont très 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 efficaces. Donc on peut les envoyer vraiment, ils vont pas aller très très vite, mais ils vont aller très 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 loin. Donc voilà. Merci beaucoup, Esther. Merci.